extra omnes. L'ambiance de 2005 était très différente de celle de 2013, parce qu'en 2005, il y avait la mort de Jean-Paul II, qui est un pape qui a énormément marqué l'histoire de l'Église de son temps. D'abord, il est resté longtemps, puisqu'il est resté pas plus de 25 ans, et puis son pontificat a été marqué par de très grands événements, le développement des voyages internationaux, la chute du mur de Berlin, enfin bon. Ce qui fait qu'à sa mort, il y avait quand même les cardinaux avaient un peu un sentiment d'avoir perdu leur père. La quasi-totalité d'entre eux avaient été nommés cardinaux par Jean-Paul II, et donc ils étaient vraiment orphelins, et ils étaient dans une très grande émotion. Les funérailles ont été un moment très très important. Il y a eu toute cette foule absolument gigantesque qui est venue se recueillir devant la dépouille de Jean-Paul II. Donc ça crée une ambiance très très particulière, très très différente de celle d'aujourd'hui. Et il y avait globalement une atmosphère de recueillement assez forte. Alors, la période de pré-conclave a été quand même déjà marquée par la figure de Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, parce que Joseph Ratzinger était doyen du Collège des cardinaux, et c'est lui qui a dirigé les travaux pendant les congrégations générales. Par exemple, c'est lui qui a très vite exigé que les cardinaux fassent preuve de la plus grande confidentialité pendant les réunions des congrégations générales, qu'ils ne disent rien de ce qui se passait, parce que pendant la période de congrégation générale, c'est pas encore le conclave, les gens sortent encore en ville, rencontrent encore du monde, éventuellement des journalistes, et donc Joseph Ratzinger avait imposé une très très grande discrétion. Donc à la fois déjà une présence forte du cardinal Ratzinger, et puis un sentiment de deuil très très fort. On a su très vite, après la mort de Jean-Paul II, qu'il y avait des cardinaux qui s'étaient chargés déjà de faire campagne pour le cardinal Ratzinger et pour réunir un certain nombre de votes autour de lui. Donc on savait que de toute façon, il partait en tête du scrutin. Simplement, en se référant à ce qui s'était passé lors des précédents conclaves, on avait le sentiment que dans la mesure où Benoît XVI incarnait une conception plutôt conservatrice de la gestion de l'Église, qu'il allait y avoir une figure incarnant plutôt le mouvement qui allait s'affirmer en face. Alors évidemment, à ce moment-là, on pensait beaucoup au cardinal Martini, l'archevêque de Milan, mais qui était déjà âgé et malade. Il a très vite dit, raconte-t-on, et il a très vite dit à ses confrères qu'il était trop âgé et trop malade pour qu'il puisse envisager d'être élu. Et donc on se disait qu'il va y avoir un candidat conservateur, un candidat du mouvement, les deux groupes vont un peu se neutraliser l'un l'autre, et il y aura un outsider, un troisième homme qui sortira de l'élection, et on pensait beaucoup notamment à l'archevêque de Milan de l'époque qui était le cardinal Tettamanzi. Et en fait ça ne s'est pas passé comme ça, en fait les cardinaux se sont ralliés visiblement très vite à la personnalité de Benoît XVI, avec je pense l'idée de prolonger le pontificat de Jean-Paul II, au moins intellectuellement, et de ne pas faire de choix trop tranchés. Compte tenu de l'âge qu'avait à ce moment-là Benoît XVI, on savait que ce ne serait pas un pontificat très long, puisqu'il a été élu à 78 ans. Et donc on a en quelque sorte reporté à plus tard, éventuellement, d'ouvrir une nouvelle ère pour l'Église. Alors est-ce que ça va être cette fois-ci? Pour l'instant, c'est extrêmement difficile de faire un pari là-dessus.